Bonjour, mesdames, messieurs. Nous allons aujourd'hui animer ce séminaire de droit international de la santé. Ce séminaire s'articule en deux grandes parties. La première partie portera sur la codification du droit international de la santé et la deuxième partie porte sur la mise en œuvre du droit international de la santé. Mes meilleurs vœux de santé et le reste ne sera possible que si la santé le permet. Voilà ce qui se répète d'ailleurs chaque année à l'occasion des vœux. Chacun de nous souhaiterait que son année soit une année de bonheur, de prospérité, mais surtout une année de bonne santé. Mais cet objectif tant souhaité par le monde entier ne peut être atteint que dans la mesure où quelques conditions nécessaires seront respectées. Dans un éditorial publié dans le bulletin de l'OMS en 2002, Aline Taylor et Douglas Betcher affirment que les problèmes de santé au niveau national et sur le plan international sont devenus inséparables. Il y a une interconnexion, une interpénétration des préoccupations de santé à l'intérieur des États et sur le plan international. L'exemple, c'est Ebola. La crise de la fièvre Ebola, dès qu'elle se manifeste quelque part, inquiète le monde entier. Pourquoi? Mais parce qu'on sait que si l'épidémie n'est pas contenue à sa zone d'apparition, et si par malheur celle-ci se propageait à l'échelle de tout un pays, ou pire, à l'échelle d'un continent ou du monde entier, la catastrophe serait irréparable. C'est pour toutes ces raisons que les enjeux mondiaux liés aux problèmes de santé appellent nécessairement des réponses mondiales et globales. On ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux sur l'apparition d'une épidémie dans un coin du monde donné en croyant que cette épidémie, si elle n'est pas sodée là où elle est apparue, ne contaminera pas le reste de la planète. Et dans le même ordre d'idée, la santé publique est considérée comme un bien public mondial, qui concerne donc l'ensemble de l'humanité. Car face aux pandémies mondiales, aucun État ne peut se retrancher derrière sa souveraineté pour échapper à une pandémie. L'exemple du sida nous le montre très bien. Le sida n'est pas une affaire d'un pays. Tout le monde est concerné. Et tout le monde contribue par voie de conséquence à la lutte contre le sida. Tant au niveau de la recherche que de la production des médicaments, certaines maladies orphelines, comme les maladies tropicales, bénéficient souvent d'un soutien modeste en comparaison des ravages qu'elles causent au plan mondial. On voit le désintérêt, par exemple, économique sur certaines maladies, notamment, on a vu le désintérêt sur le paludisme. Et il a fallu une mobilisation internationale pour mettre en place des fonds pour pouvoir aider la recherche sur des maladies comme le paludisme qui n'offrent pas des garanties de bénéfices financiers à terme compte tenu de la population pauvre concernée par la région de surveillance de ces maladies. Face à ces perspectives, l'enseignement universitaire est mis au défi de promouvoir à la fois des compétences nouvelles et des prises de responsabilité individuelles et collectives. Et il y a une forme de prise de conscience des enjeux économiques, éthiques, politiques, mais surtout juridiques, dans le domaine du droit de la santé. Ce droit international de la santé a pour objectif de permettre à tous de conserver ou de parvenir à la bonne santé, qui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, est un état complet de bien-être physique, mental et social.
Dès la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, le droit international de la santé apparaît au travers de deux grandes sources. D'abord, les politiques mises en œuvre pour lutter contre la propagation de la peste et autres épidémies. Ainsi, cela va concourir à la création du droit humanitaire au travers des premières conventions de Genève pour organiser les secours aux militaires et blessés de guerre. Parallèlement, en 1851, la conférence sanitaire internationale va lui proposer des mesures de lutte contre l'expansion du choléra, de la peste noire et de la fièvre chaude. La première convention sanitaire internationale ne sera cependant adoptée qu'en 1892 à la conférence de Vienne. Puis en 1907, celle de Rome décide de la création à Paris de l'Office international d'hygiène publique, proposé dès 1874 par un médecin français. Après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire après les années 1918, le monde change et on voit apparaître la Société des Nations qui va créer en 1923 son organisation d'hygiène. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les réflexions suscitées par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, les problèmes médicaux soulevés par la Seconde Guerre mondiale, vont aboutir à la création de l'Organisation mondiale de la santé, qui devient aujourd'hui, je dirais, le principal maître d'œuvre du droit international de la santé à côté des États. Ainsi, on peut dire que le droit international de la santé est un instrument d'amélioration de la santé publique dans le monde. Il joue activement ou potentiellement un rôle toujours plus important dans la lutte contre les cancers, les maladies pulmonaires, les maladies infectieuses, les risques liés à l'environnement et d'autres menaces contre la santé. Le droit international de la santé est donc un rameau, une branche du droit international. Il s'agit en l'espèce de l'étude d'un domaine particulier de la vie sociale. Ce droit va donc rassembler des règles, des institutions et des procédures juridiques établies par les États et ou les organisations internationales dans le domaine de la protection de la santé publique. Mais c'est un droit en évolution rapide, qui est original et novateur. Au départ, ce droit avait un caractère administratif, parce qu'il s'agissait de favoriser, sur le plan international, l'effectivité des mesures administratives nationales, prises dans le but de protéger la santé des populations. Cette vision administrative va influencer les règles du droit international de la santé jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Puis vint une nouvelle ère avec la consécration d'un esprit régulateur de la santé publique sur le plan international. De là va naître un certain nombre d'instruments juridiques qui vont être soit généraux, c'est-à-dire un certain nombre d'instruments relatifs aux droits de l'homme, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques, sur un point, le droit à la vie, puis le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, sur les points majeurs, le droit à la santé. Et ces textes généraux, universels, vont être complétés, précisés et renforcés par des textes spécifiques qui touchent la matière de la santé. On voit donc évoluer ce droit international de la santé pendant de nombreuses années jusqu'à
l'apparition d'un certain nombre de textes, comme la Déclaration universelle du génome humain, qui vise à encadrer la manipulation du génome humain avec des questions liées à son statut, des questions liées aux chromosomes, aux gènes, etc. Et à partir de ces questions qui relèvent pour autant du droit que de l'éthique, de la bioéthique, on assiste à une incursion, certains diront invasive, de la morale et de la religion dans le droit de la santé, et avec des interventions majeures, telles que tout le débat qu'il y a eu sur le refus du pape d'encourager l'usage du préservatif pour lutter contre le sida. Voilà autant les thèmes qui structurent le développement du droit international à la santé. Il n'y a donc pas, je dirais, un moment précis de naissance. C'est plutôt un processus qui va, avec le temps, drainer vers la matière de la santé un certain nombre de préoccupations juridiques, également éthiques, politiques, pour arriver à cristalliser dans un certain nombre d'instruments les règles du droit international de la santé. La notion même de santé va évoluer avec le temps. Si l'alinéa 1 du préambule de la Constitution de l'OMS nous dit que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, mais l'article 55 de la Charte des Nations Unies va nous dire qu'en vue de créer des conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales, la solution des problèmes internationaux dans les domaines économiques, sociaux et de la santé publique et autres problèmes connexes et de la coopération dans le domaine de la culture, etc. Donc, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, la santé, c'est aussi un bien-être. Et pour y parvenir, la Charte des Nations Unies dit qu'il faut des relations amicales de coopération entre États pour régler un certain nombre de problèmes internationaux liés à la santé publique. Donc, on peut bien comprendre que les règles évoluent, que la nécessité d'une coopération internationale en matière de santé s'impose pour faire face aux pandémies, mais il reste également à déplorer le sous-financement de la santé. Il avait été adopté l'objectif de santé pour tous d'ici à l'an 2000, claironné pendant tant d'années. Mais on a constaté que le résultat n'était plus la santé pour tous, mais la santé pour ceux qui peuvent payer, ceux qui ont les moyens de pouvoir se payer des soins de santé de qualité. On a vu que dans le cadre de l'OMS, la santé est décrite comme l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Mais l'on voit bien que le respect de ce droit à la santé n'est pas si simple pour des personnes pauvres, pour des indigents. Et le débat se pose avec la couverture universelle, couverture maladie universelle. L'on voit bien le peu d'empressement des États à affecter les moyens à cela. Les objectifs du développement durable ont pris en charge les préoccupations de santé pour en faire l'un des objectifs. Mais là aussi, les moyens alloués ne sont pas toujours en adéquation avec les ambitions affichées. Donc, à l'aube de ce XXIe siècle, les disparités entre pays riches et pauvres, entre populations aisées et socialement défavorisées, sont telles qu'il est plus que jamais nécessaire de réfléchir à la portée des choix à faire en matière de santé pour l'ensemble de la communauté internationale. Il importe de comprendre les enjeux, les cadres structurels et les initiatives en faveur d'une plus grande justice en matière de santé et de s'interroger sur l'effectivité, l'efficacité de la justiciabilité du droit à la santé et du droit de la santé. Ainsi, nous allons donc préciser ce mouvement de codification
du droit international de la santé, puis nous verrons la mise en œuvre concrète des règles issues de ce mouvement de codification. Il n'est pas nécessaire, comme je l'ai dit, de rappeler toute l'histoire, les péripéties historiques du droit international de la santé. On remonterait très loin dans l'histoire de l'humanité. Depuis les temps où les pathologies pouvaient être développées pendant des voyages, le cas du scorbut, dû à la carence de la vitamine C, le choléra, la peste. On a vu comment les personnes ont été mises en quarantaine. Il n'y a qu'à regarder le film Parrain 2 de Francis Ford Coppola pour voir comment les autorités américaines ont construit une île dans le port de New York pour les immigrants européens à qui on reprochait d'amener des maladies. Aujourd'hui, ça peut paraître très lointain, mais c'était la réalité. Ces mesures de quarantaine ont une certaine portée juridique quant à leur issue. Mais en réalité, la question aujourd'hui, c'est compte tenu de la complexité du monde aujourd'hui, de la rapidité des mobilités humaines, des transports aériens, peut-on finalement réussir avec efficacité des mises en quarantaine avec des pathologies, des pandémies qui se développeraient très rapidement. Voilà pourquoi il a été important de mettre en place des instruments pour essayer de réguler ces questions de santé. Ainsi, on a vu naître les premières conventions sanitaires internationales. Les premières lois à contenir des dispositions relatives à la santé remontent généralement à l'ère industrielle. En Angleterre, il y a eu les textes sur les apprentis, sur la santé publique, dès 1848, permettant de régler un certain nombre de problèmes, notamment dans le milieu du travail et l'exploitation des ouvriers. On a vu dès 1902 naître la première organisation sanitaire internationale, ce qu'on appelait le Bureau sanitaire panaméricain, dont le rayonnement se limitait au continent américain. En 1907, on a vu naître l'Office international d'hygiène publique, dont le siège était à Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, on a vu naître donc l'Organisation mondiale de la santé, héritière de l'Organisation internationale d'hygiène publique, qui a été créée après la Première Guerre mondiale. Donc, si le 7 avril 1948, l'Organisation mondiale de la santé émerge dans le paysage du droit international de la santé, il ne faut pas oublier qu'il y a eu là une succession d'institutions qui se sont créées, puis qui n'ont pas toujours obtenu des résultats satisfaisants, et au gré des problèmes historiques, des conflits, etc., ont disparu, etc. Donc, on peut dire que l'Organisation mondiale de la santé, après 70 ans, continue la mission qui lui a été assignée par les États partis. Et donc, regardons dans un premier chapitre la consécration du droit international de la santé. Cette consécration du droit international de la santé commence d'abord par une cristallisation des normes du droit international de la santé. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le droit international de la santé comme norme? La classification. La classification du droit international de la santé, elle est verticale et horizontale. La classification verticale comprend 3 branches. Donc lorsqu'on parle du droit international de la santé, il faut se rendre à l'évidence que c'est un droit composite. On y retrouve des sous-branches. Il y en a 3. La première branche, c'est ce qu'on appelle le droit médical international. Le droit médical international est la branche du droit international de la santé qui concerne l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent aux médecins et par extension à l'ensemble des professions médicales et paramédicales. Ce droit réglemente les professions de santé et l'organisation des professions médicales. C'est ce qu'on appelle donc le droit médical international. Il y a un certain nombre de normes qui réglementent les corps des métiers de la santé. La deuxième branche, c'est le droit pharmaceutique international. Le droit pharmaceutique international est composé des règles juridiques établies pour réguler, pour réglementer les activités
de la profession pharmaceutique, ainsi que les produits pharmaceutiques. Par exemple, il s'agit de la classification des produits pharmaceutiques, de l'identification, de la classification, de l'énumération des principes actifs dans les médicaments. La troisième branche concerne le droit hospitalier international. Ce droit hospitalier international concerne les règles juridiques qui s'appliquent aux établissements hospitaliers et aux établissements assimilés, ainsi qu'à leur mission. Par exemple, il s'agit du droit de l'hôpital, du droit des établissements de santé, des missions de santé qui sont confiées aux établissements hospitaliers. Mais il y a également des établissements assimilés, des maisons de retraite, ce qu'on appelle des maisons médicalisées, etc. Donc, tous ces maisons-là constituent, avec le droit de l'hôpital, le droit hospitalier international. Il y a donc des règles internationales qui régissent tous ces établissements. Quant à la classification horizontale, elle pose la question de la régionalisation du droit à la santé par la voie de l'OMS. Il y a donc ce qu'on appelle le régionalisme sanitaire international, qui se réfère aux activités sanitaires des organisations régionales. Nous avons, par exemple, en Afrique, un bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, qui est installé à Brazzaville, en République du Congo, qui gère le régionalisme africain de la santé, puisqu'il y a naturellement des problèmes spécifiques à l'Afrique en matière de santé. Donc on peut voir qu'il y a une classification horizontale et une classification verticale. Quant à la spécificité du droit international de la santé, malgré l'ancestralité des problématiques de santé, malgré l'ancienneté de certains instruments juridiques que j'ai cités bien avant, on peut constater aujourd'hui la jeunesse pourtant du droit international de la santé. C'est vrai qu'il existe des disciplines plus anciennes qui se sont intéressées à la protection de la santé. Mais, dans son ensemble, on peut dire que le droit international de la santé est encore une discipline jeune, en pleine expansion. Il y a des disciplines voisines qui touchent également la santé et qui sont en articulation avec le droit international de la santé. Nous avons le droit international du travail. Il y a la question de la protection de la santé des travailleurs. Nous avons, en droit social international, il y a la question de la sécurité sociale. Nous avons le droit international de l'environnement, nous avons la question de la protection de la santé par le canal des éléments toxiques, chimiques, tout ça, etc., que régule le droit international. Nous avons le droit international de la consommation qui protège la santé des consommateurs, avec un certain nombre de normes, un certain nombre d'interdictions, un certain nombre de protections pour les consommateurs. Donc voilà 4 branches du droit qui sont des disciplines voisines, qui sont en interconnexion avec le droit international de la santé. Il existe aussi d'autres disciplines connexes qu'on pourrait citer en fonction des questions. La question de la santé au cœur du droit international humanitaire. On le voit avec les soldats blessés, avec la protection des équipes de santé sur les champs de bataille, etc. Donc là, nous avons également en droit international humanitaire des règles qui s'appliquent à la matière de la santé et aux acteurs de la santé, notamment les équipes médicales dans la guerre. Donc, c'est pour toutes ces raisons que l'on dit généralement que le droit international de la santé est un carrefour des droits de l'homme, est un carrefour du droit. Puisqu'il y a une convergence de plusieurs branches du droit, mais c'est aussi un carrefour des droits de l'homme. Le droit à la nourriture, important,
que ce soit dans la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur les droits des femmes, la Convention des droits de l'enfant, article 24.2, alinéa C, la Convention des droits de la femme, article 12, alinéa 2, la Convention sur les droits économiques, sociaux et culturels, article 12, nous avons dans tous ces instruments-là le droit à la nourriture qui est garanti, qui est un corollaire du droit à la santé. Nous avons le droit à un environnement sain, l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme, l'article 12 du Pacte international sur les droits économiques et sociaux. Le droit à un environnement sain est une condition essentielle, sinon incontournable, du droit à la santé. Nous avons le droit à un logement adéquat. Le droit à un logement adéquat est important, parce que le logement est un élément essentiel pour la disponibilité d'un certain nombre de services, notamment l'eau potable, les conditions de logement, la question du sommeil, etc., etc. Donc, sans un logement adéquat, il peut y avoir des impacts, des problèmes sur la santé. Nous avons le droit à l'éducation, et naturellement la Convention sur les droits de l'enfant qui pose la question de l'éducation comme une question centrale. Il ne peut y avoir une bonne éducation sans une santé. Mais de même, le droit à l'éducation contribue également à la compréhension des problèmes de santé et donc à la prévention des maladies. Il y a le droit au travail et les droits du travail. Tout ceci, comme je l'ai déjà dit, permet de protéger la santé des travailleurs à travers diverses conventions de l'OIT. Le droit à la vie. Il n'y a pas de vie sans santé. L'aggravation de maladies entraînera la mort. Donc il y a là une relation. Le droit à l'information, aussi important. Le public doit être informé, non seulement lorsqu'il y a des épidémies, des pandémies, etc., mais le public doit aussi connaître les risques encourus pour l'usage d'un certain nombre de médicaments, y compris les médicaments falsifiés. Et nous avons le principe 76 de l'IMO qui mentionne aussi que les rapports au comité des droits économiques et sociaux devraient être publiés afin de permettre un débat et une participation du public. Donc, l'information adéquate est essentielle pour une santé appropriée. Il doit y avoir une information transparente et disponible sur les politiques de santé et les ressources mises à disposition des États. Le droit à l'intégration physique, notamment l'interdiction de la torture, des mauvais traitements, est corollaire, parce que quand on est victime de la torture, la santé va décliner, etc. Le droit des femmes à la santé, notamment la santé de reproduction, là aussi, c'est une problématique intéressante. Je pourrais ajouter les questions de VIH-Sida, les droits des prisonniers à la santé, les droits des personnes vivant avec le handicap, les victimes des violences, notamment les violences conjugales, etc., les violences discriminantes et à caractère sexiste, la santé mentale des personnes. Donc voilà autant de droits qui sont dans le carrefour du droit international à la santé. Mais tous ces droits que je viens de citer et toutes les ramifications et sous-ramifications du droit international à la santé s'articulent en plusieurs sources. Nous avons les sources universelles du droit international à la santé, puis les sources régionales. Dans les sources universelles du droit international à la santé, nous avons les instruments d'abord généraux. Les instruments généraux, ce sont des instruments que nous connaissons déjà dans les droits de l'homme. Le pacte sur les droits économiques et sociaux, c'est un instrument global, général, universel, mais qui, à l'article 12, prévoit le droit à la santé. La Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, article 16, prévoit le droit à la santé. La Charte sociale européenne, article 11. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, article 33. La Déclaration universelle des droits de l'homme, article 20. Voyez-vous, tous ces instruments généraux des droits de l'homme ont garanti le droit à la santé. Les instruments généraux que je viens donc de citer protègent tous le droit à la santé. On peut adjoindre à ces instruments conventionnels un certain nombre de textes déclaratoires, comme la déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires adoptée en septembre 1978, dans laquelle les États s'engagent à développer progressivement des systèmes de soins médicaux complets afin d'assurer une distribution efficace et équitable pour le maintien de la santé. On peut dire que la déclaration d'Alma-Ata a été le point de départ du plan
santé pour tous d'ici à l'an 2000. Nous en connaissons les résultats, j'ai déjà évoqué cette question. On pourrait également citer la déclaration de Jakarta, qui inclut une conception actualisée de la santé et exprime le désir d'atteindre à l'aube du prochain siècle, donc le XXIe siècle. La déclaration de Jakarta dit donc que la paix, le logement, l'éducation, la sécurité sociale, les relations sociales, l'alimentation, un revenu, la responsabilisation des femmes, un écosystème stable, une utilisation durable des ressources, la justice sociale, le respect des droits de l'homme et l'équité, par-dessus tout, la pauvreté reste la plus grave menace pour la santé. Il faut donc combattre la pauvreté pour réaliser l'objectif du droit à la santé. D'autres initiatives, d'autres déclarations ont été prises. Je peux citer le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement du Caire de 1994. Je peux également citer la 4e conférence mondiale des femmes à Pékin en 1995. Bref, il y a un certain nombre de textes déclaratoires, ce serait fastidieux de les citer tous ici, mais qui montrent que sur le plan universel, il y a des règles juridiques qui encadrent et promeuvent le droit de la santé et le droit à la santé. L'article 12 du Pacte international sur les droits économiques et sociaux, qui retient particulièrement notre attention, comprend dans son articulation et dans l'observation qui a été faite par le comité des droits économiques et sociaux un certain nombre de paramètres à retenir. La santé, c'est d'abord l'accessibilité, la question d'accessibilité. Il faut pouvoir accéder à la santé. Mais pour y accéder, il faut un certain nombre de paramètres. Les moyens financiers, c'est déjà important. Mais il y a la localisation géographique. Quand vous êtes dans un village très éloigné de l'hôpital, il est difficile d'accéder à la santé. Il y a également les problèmes culturels qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire des comportements culturels qui empêchent les gens d'aller à l'hôpital. Le deuxième élément, c'est la participation. Conformément donc à la déclaration d'Alma-Ata que j'ai citée, la participation du public est importante pour la réalisation du droit à la santé. Et cette participation peut se faire au travers de plusieurs mécanismes, notamment le planning, etc., etc. Ce sont des éléments qui sont connus. Le troisième point, c'est les services gratuits de soins médicaux primaires. Le principe de la gratuité des soins médicaux publics est sujet à débat. Si pour l'école, bien souvent on dit le droit à l'éducation est gratuit, même si dans la réalité ce n'est pas toujours vérifié, on peut s'interroger s'il est possible que la fourniture des services de santé soit gratuite pour toute la population. Il y a en la matière la déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social qui établit la gratuité de la santé comme un but pour tous les États. Mais la question se pose toujours de savoir si les États ont les moyens financiers, surtout les moyens budgétaires, d'atteindre un tel objectif. Est-ce que cette gratuité ne deviendra pas un handicap ou ne posera pas d'autres problèmes? L'OMS a déclaré que pour atteindre les objectifs de santé, il est nécessaire d'introduire des dispositions législatives appropriées. Donc les règles jouent également un rôle important. La loi interne sur la santé est très importante, notamment certaines interdictions de certains produits, etc. Je pourrais comme ça étaler sur le plan international un certain nombre de paramètres qui sont importants, mais je vous renvoie notamment à la lecture, par exemple, de la déclaration de Alma-Ata, la déclaration de Dakar, etc. Donc tous ces textes vous sont importants pour pouvoir comprendre sur le plan universel quels sont les éléments nécessaires. À tous ces instruments que je viens de citer, il est important de pouvoir ajouter, je dirais, d'autres textes comme la Convention internationale sur les discriminations contre les femmes, la Convention sur les discriminations raciales, la Convention relative au statut de réfugié, la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et membres de leur famille, les Conventions de Genève, le droit international humanitaire,
la déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus, donc la santé en prison, la déclaration des droits du déficient mental, la déclaration des droits des handicapés, puis la déclaration des droits des malades du sida ou des personnes vivant avec le VIH. Donc tous ces textes comportent des dispositions normatives et des dispositifs institutionnels en matière de santé. Ce sont des textes généraux. Mais à côté, il y a des textes spécifiques sur le plan international. Ces textes spécifiques en matière de santé visent à faire face à certaines maladies nouvelles, à certaines pandémies. On a parlé à un moment de la grippe aviaire. On parle aujourd'hui d'Ebola. Il y a donc, ici et là, des textes particuliers, notamment la réglementation, les règlements de l'OMS, qui visent à s'attaquer à des problèmes spécifiques de santé. Je peux citer, parmi les textes spécifiques, la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Le tabagisme est considéré comme un fléau, comme l'une des causes du cancer. La Convention anti-tabac est donc un instrument spécifique visant à lutter contre le fléau du tabagisme et donc à prévenir les maladies qui naissent à partir du tabagisme. Je peux citer le règlement sanitaire international. Le règlement sanitaire international, dont l'élément marquant est la carte jaune qui est délivrée pour la vaccination contre la fièvre jaune et le choléra. Le règlement sanitaire international est un instrument important qui met en place les préventions nécessaires contre la fièvre jaune et le choléra. On peut citer la Convention contre le dopage dans le sport. La lutte anti-dopage est devenue aujourd'hui un élément important de l'agenda international du sport. Il y a donc une convention spécifique qui prévoit les droits et les obligations des institutions sportives et des acteurs du sport pour que la loyauté et la santé deviennent un élément essentiel dans le sport. Pour éviter le dopage, il y a donc des procédures, des mesures qui sont prescrites par cette convention afin de détecter, de prévenir, mais également de sanctionner les sportifs qui se livreraient à des actes de dopage. Donc, toutes ces conventions sont des instruments spécifiques que l'on peut citer en appui donc des instruments généraux que j'ai précédemment indiqués. Nous avons donc à côté de toutes ces sources universelles, c'est-à-dire les instruments généraux, puis les instruments spécifiques, les trois en particulier que j'ai cités, la Convention anti-tabac, le Règlement sanitaire international, la Convention anti-dopage, nous avons là une armature juridique internationale, universelle, pour l'effectivité et l'efficacité du droit international. À cette armature universelle, il faut ajouter les sources régionales du droit international de la santé. Alors, il serait fastidieux de citer tous les textes régionaux en matière de santé. Je me limiterai, à ce qui concerne l'Afrique, à citer déjà l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui consacre un droit à la santé au plus haut niveau possible, pour lequel les mesures nécessaires devront être prises. C'est-à-dire que l'article 7 dit que le droit à la santé est un objectif pour tout le monde, mais il faut que les États puissent prendre des mesures pour atteindre cet objectif. Parmi ces mesures figure par exemple la mise en place des services médicaux, la formation des médecins. Nous pouvons également citer la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui reconnaît le droit des enfants à la santé. Donc, il y a des textes africains spécifiques qui touchent à la santé. Voilà donc ce qu'on peut dire l'ossature internationale du droit international de la santé. À cette normativité internationale, il conviendrait donc d'adjoindre la normativité interne, c'est-à-dire les sources nationales du droit international de la santé. Et là, évidemment, on s'en tiendra à ce qui est prévu quasiment dans tous les cas. Il est rare de trouver une constitution qui ne consacre pas le droit à la santé. Presque toutes les constitutions
consacre directement ou indirectement le droit à la santé. Et cela se traduit par des politiques publiques de santé qui sont consignées dans les textes législatifs. Puis nous avons le foisonnement des réglementations internes en matière de santé qui touchent divers domaines dont il serait fastidieux et surabondant ici de développer. Retenons simplement qu'il y a plusieurs textes internes qui touchent le droit à la santé, qu'il s'agisse de la réglementation des professions médicales, qu'il s'agisse par exemple des autorisations de mise sur le marché des produits pharmaceutiques, qu'il s'agisse des procédures en matière de prescription des soins de santé, qu'il s'agisse des divers problèmes spécifiques comme le VIH-Sida, la tuberculose, les épidémies, le choléra. Il y a à l'intérieur de chaque pays un dispositif institutionnel intégré dans la politique publique de santé, puis un corpus normatif interne qui agit en matière de droit à la santé. Donc, on peut dire sur ce premier point que le droit de la santé s'est progressivement cristallisé au travers des instruments internationaux et au travers du droit interne de chaque État. On en vient donc au chapitre 2 pour montrer le particularisme juridique du droit international de la santé. Ce particularisme juridique du droit international de la santé répond à la complexité des questions de santé, mais et surtout à la spécificité du droit international de la santé. On dit d'abord que le droit de la santé est un droit matériel dual. C'est un droit matériel dual parce que les deux approches de la protection internationale de la santé sont alternatives. Il y a les approches défensives et les approches offensives. La première approche, l'approche défensive, c'est celle qui a prévalu avec, on verra, la quarantaine, etc. Puis, elle a été progressivement supplantée par l'approche offensive ou positive. L'approche défensive de la santé, ce qui représente cette approche, c'est le règlement sanitaire international. Et la mesure emblématique, c'est la mesure de quarantaine. Parce que la quarantaine est l'ancêtre de l'approche défensive. Pendant longtemps, la santé a été combattue de façon défensive. Lorsqu'apparaissait par exemple une épidémie, on mettait une population en quarantaine pour éviter que cette population contamine une autre, pour éviter que les transports soient des vecteurs de contamination. On arrêtait les transports entre deux villes, par exemple, pour dire, vous qui êtes dans cette ville, vous êtes contaminé, il faut d'abord que la maladie termine avant que vous puissiez sortir de la ville. Donc c'est l'approche de la quarantaine. Cela a été vu, par exemple, lors des grandes épidémies de la peste, les épidémies de choléra, on voit aussi avec la fièvre jaune, etc. Donc jusqu'à la fin, à peu près, de la Seconde Guerre mondiale, et dans les années 50, on utilise encore cette approche comme stratégie prioritaire de lutte contre les épidémies dans tel ou tel pays pour éviter une contamination mondiale, une contamination même interne à un seul pays. Donc, le règlement sanitaire international a pour objet d'assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des maladies, moyennant un minimum d'entrave au trafic international. Parce que le règlement sanitaire international, qui est symbolisé par la carte jaune, vise à surveiller et à combattre 6 maladies infectieuses graves. 1. Choléra. 2. La peste. 3. La fièvre jaune. 4. La variole. 5. La fièvre récurrente. Et le typhus. Dans la fièvre récurrente, on peut classer aujourd'hui Ebola. Donc, aujourd'hui, seul est obligatoire dans la carte jaune la déclaration du choléra, la fièvre jaune, la peste étant devenue extrêmement rare, sinon a quasiment disparu. Donc, on voit bien aujourd'hui que la vaccination n'est plus obligatoire que pour la fièvre jaune. Elle n'est même plus pour certains pays exigée pour le choléra, sauf apparition. Quant à la peste, il n'y a plus rien, sauf si demain, la maladie refait surface. Donc, cette approche de quarantaine a joué et le règlement sanitaire permet, parce que si vous n'avez pas cette carte jaune qui prouve que vous êtes vacciné, par exemple, contre la fièvre jaune, on vous interdira de prendre un avion, de voyager
dans un autre pays, parce que vous pouvez transporter dans ce pays cette contamination. Donc, les États doivent donc, membres de l'OMS, doivent notifier à l'OMS toute apparition du choléra, toute apparition de la fièvre jaune ou toute apparition de la peste. Dès que l'une de ces maladies survient sur leur territoire, l'OMS doit être informée. Et l'État doit indiquer à l'OMS quelles sont les mesures qu'il a prises pour éviter que les autres pays soient contaminés, pour éviter que ces ressortissants soient refoulés dans les autres pays. Et ces notifications qui sont faites par les États sont signalées dans ce qu'on appelle le relevé épidémiologique hebdomadaire. C'est un relevé aujourd'hui électronique qui indique toutes les maladies qui apparaissent dans chaque pays dans le monde. Chaque pays, chaque semaine indique, chez moi cette semaine il y a eu telle maladie. Je vous signale, bon, mais j'ai pris telle mesure pour y faire face. Ou bien l'État va dire, chez moi est apparue telle épidémie, je n'ai pas les moyens pour y faire face. Et là, l'État demande à l'OMS d'apporter son assistance au travers de la coopération et de la solidarité internationale. Donc il faut notifier les cas d'apparition des maladies. Le deuxième point du règlement sanitaire international, c'est les mesures que vous prenez concrètement pour lutter contre ces maladies. Parmi ces mesures figure par exemple la dératisation, parce que les rats provoquent la peste. La dératisation, la désinfection, la désinsectisation, notamment la désinsectisation et la désinfection des avions, des bateaux, pour ne pas transporter ces maladies dans d'autres pays. La désinfection, la désinsectisation des aéroports, des ports, des postes frontières, pour que les points de contact entre pays ne soient pas contaminés. Là aussi, les pays doivent indiquer les mesures qu'ils prennent pour ça. Chaque pays est censé disposer d'un service d'hygiène qui est censé mener cette politique. Même si aujourd'hui on constate dans la réalité que dans beaucoup de pays pauvres, notamment les pays africains, les services d'hygiène n'ont d'hygiène que leur nom, n'ont plus de moyens, n'ont pas de véhicules, n'ont pas de produits pour aller dans les quartiers faire la désinsectisation et la dératisation. Donc on n'est pas surpris aujourd'hui de voir apparaître ici et là des maladies qu'on croyait disparues, la fièvre jaune, le choléra qui est devenu quasiment récurrent, etc. Et il y a une crainte sur la peste lorsqu'on voit l'évolution des rats dans certaines grandes capitales. Et ce n'est pas seulement en Afrique qu'on voit des grandes capitales comme Paris où apparaissent partout des rats. Donc la dératisation devient une urgence dans tous les pays du monde. Le troisième point, les documents, le règlement sanitaire international précise que le certificat de santé et de vaccination est obligatoire pour les voyageurs. Surtout les voyageurs venant des zones infectées. Ils doivent donc avoir leur carte de vaccination et présenter la dite carte au point d'entrée dans les autres pays, c'est-à-dire aéroport, port ou poste de frontière. Les bateaux doivent également faire leur déclaration maritime de santé, c'est-à-dire doivent avoir un papier qui atteste que ce bateau qui vient de tel pays n'est pas contaminé puisque le bateau a été dératisé, désinsecté, désinfecté. Pareil pour les avions. L'avion doit avoir sa déclaration générale d'aéronef qui prouve que l'avion ne transporte pas des maladies, que l'avion aurait été contaminé dans le pays où il était. Tout ceci, ce qui est prévu par le règlement sanitaire international, qui est donc cette approche défensive contre le maladie. Il faut former une sorte de ceinture de sécurité autour des pays contaminés. Le règlement sanitaire a été révisé. Il comporte aujourd'hui à peu près 67 articles et 9 annexes. Et il vise non seulement la surveillance des maladies, je l'ai déjà indiqué, mais aujourd'hui il propose aussi la définition des urgences de santé publique à portée internationale, ce qu'on appelle les USPI. Les urgences de santé publique de portée internationale, on l'a vu avec la grippe aviaire par exemple, on le voit avec Ebola. La notification, troisièmement, la notification et la vérification d'une USP et l'intervention. Donc chaque État doit notifier dès qu'il y a une maladie qui apparaît, il faut dire, et puis dire comment on intervient. Quatrièmement, les dispositions relatives aux mesures sanitaires régulières et d'urgence dans les aéroports, les ports et les autres points
d'entrée sur les frontières, les dispositions applicables aux véhicules et à leurs exploitants qui traversent les frontières entre États, parce que ça peut être source d'infection ou de contamination, et surtout la surveillance des voyageurs, notamment des populations migrantes. Donc le règlement sanitaire prévoit donc toutes ces mesures afin d'éviter que les maladies se transportent d'un pays à un autre. En 1980, la 33e Assemblée mondiale de la santé a adopté la déclaration d'éradication mondiale de la variole par la résolution 31. Il a donc été demandé aux États de tout faire pour supprimer la variole. Et l'exigence de certification internationale de vaccination antivariolique est devenue une nécessité. On a donc abandonné la vaccination antivariolique elle-même en prenant des mesures pour éviter que la variole surgisse. Mais on voit que même ça, dans certains pays, la variole commence encore à revenir. Donc, on peut dire à ce sujet que l'approche défensive est importante. Elle n'est pas dépassée, elle reste en vigueur. Elle permet de contenir les maladies. Mais à cette approche défensive, il faut une approche offensive de la santé, une approche positive, proactive de la santé. Il s'agit finalement, là, de faire de telle sorte que l'on s'attaque, non pas on attend d'éviter la contamination. Il faut s'attaquer aux maladies. Il existe une nomenclature unifiée des causes de décès applicable à tous les pays. C'est-à-dire, il y a une nomenclature qui précise qu'est-ce qui entraîne la mort, pourquoi. Cette nomenclature permet de dire tel médicament est approprié pour telle cause de maladie. Vous avez le diabète, on sait que le diabète provoque la mort comme ceci. Alors on dit, il y a tel médicament qui peut lutter contre le diabète. Donc la nomenclature unifiée des causes de décès est un élément important dans l'approche offensive. Il y a deux stratégies dans l'approche offensive. D'abord, le caractère informatif plutôt, des statistiques, et puis l'avantage fonctionnel. D'abord sur le plan informatif, la circulation des informations sur les maladies, les traumatismes, les causes de décès, permet aujourd'hui de savoir ce qu'il faut faire pour s'attaquer à telle ou telle cause de décès, à telle ou telle maladie et cause de décès. Même si les réussites ne sont pas toujours, dans tous les cas, au rendez-vous, mais là, il y a des actions qui sont menées. Prenons le cas du cancer. La lutte contre le cancer, à proprement parler, on est dans une approche offensive. Parce que, compte tenu de l'évolution de cette maladie et des difficultés d'avoir un traitement unique approprié, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Et c'est pour ça, pour lutter contre le cancer, on a dit qu'il ne faut pas seulement attendre que quelqu'un puisse avoir le cancer pour pouvoir lui prescrire des maladies, des médicaments. Il faut agir pour empêcher les gens d'avoir le cancer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a la prévention primaire. Par exemple, on fait la publicité contre l'alcool et le tabac. On interdit aux jeunes de fumer et de boire trop d'alcool parce qu'on sait que la consommation du tabac pour les jeunes entraînera plus tard des maladies pulmonaires et le cancer. Donc il faut mener des campagnes anti-tabac pour dissuader les jeunes de fumer, pour dissuader les jeunes de consommer trop d'alcool. Parce qu'on sait que cela générera après des maladies. Quand ils sont jeunes, ils ne sont certainement pas conscients de ce qui leur arrivera quand ils auront 40 ans, 50 ans. Mais les maladies qu'ils auront à 40, 50 ans, 60 ans, ces maladies-là ne sont pas rentrées dans leur corps à cet âge. Les maladies sont rentrées dans leur corps il y a 20 ans, 30 ans. Et se sont installées progressivement, cellule après cellule. Et c'est au bout de 20, 30 ans que la conséquence de la cigarette que vous avez fumée il y a 20 ans va se manifester. Il y a des gens qui arrivent après 40 ans qui disent « je ne fume plus ». Mais si vous avez fumé pendant 20 ans, entre 20 ans et 40 ans, mais les poumons sont infectés.
Donc même si à 40 ans vous ne fumez plus, cela n'enlève à rien à ce que vous avez consommé comme tabac entre 20 et 40 ans. Donc les conséquences il faut enlever. Et puis demain, à 50, 60 ans, on trouvera que vous avez un cancer du poumon. Alors parfois c'est un étonnement, on se dit mais celui-là il ne fume plus, il ne boit plus, comment il est... Mais le cancer du poumon n'est pas venu parce qu'il a arrêté de fumer et de boire à 40 ans. Le cancer du poumon est parti de la cigarette qu'il prenait quand il avait 20 ans. Et qui s'est progressivement installé dans le poumon, a grandi, puis abouti à un cancer. Autre stratégie offensive, c'est le dépistage. Par exemple, on demande aux femmes, le mois d'octobre, c'est le mois approprié, ce qu'on appelle l'octobre rose. Octobre rose, c'est quoi? Le mois d'octobre, on demande à toutes les femmes d'aller se faire dépister par des mammographies. Dans certains pays, c'est gratuit. Il faut aller dépister parce que le cancer du sein est l'un des cancers les plus importants. Aujourd'hui, on voit que même des jeunes filles, parfois, sont atteintes du cancer du sein. Alors, il ne faut pas attendre quand vous aurez 50 ans et que le cancer du sein se manifestera. Il faut déjà commencer à faire le dépistage à un certain âge pour pouvoir prévenir. Dès que la première tâche apparaît, le médecin a plus de chances de vous guérir que lorsque le sein sera complètement envahi par le cancer. Il en est de même de certaines pandémies. La prévention contre le sida passe également par le dépistage. On ne sait jamais lorsqu'on est porteur du VIH. Parfois, quand ça va se sentir physiquement, on est plus loin de la mort. Mais donc, avant, lorsqu'on a eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires sans protection, il est normal d'aller se faire dépister pour éventuellement s'attaquer au problème avant que ça ne déclenche et avant que vous soyez vous-même un agent contaminateur. Il en est de même de certains traitements précoces, je pourrais en citer dans plusieurs maladies. Les soins palliatifs également, c'est une stratégie. Pour les personnes âgées, on sait que de toute façon la mort sera inéluctable un jour. Il n'y a pas de choix à cela. Mais pour éviter l'aggravation de maladies à un certain âge, on peut commencer à suivre des traitements précoces en sachant qu'à partir d'un certain âge, il y a quelque chose qui va apparaître, Alzheimer, etc., etc. Donc on peut commencer, par exemple, à faire des exercices mentaux pour pouvoir entraîner le cerveau à se régénérer. Voilà, dans plusieurs cas, ce qu'on va appeler ici la stratégie offensive en matière de santé. Mais cette stratégie offensive est aussi caractérisée par la recherche. La recherche sur l'épidémiologie, la recherche sur un certain nombre de maladies permet d'identifier l'origine, les sources de la maladie, les bactéries, les virus, etc. pour pouvoir mener une campagne avant que la maladie n'envahisse une région, un pays ou le monde entier. Donc toutes ces stratégies sont des stratégies offensives. Voilà pourquoi il y a une stratégie défensive et une stratégie offensive. C'est pourquoi on dit que le droit international de la santé est un droit dual, parce qu'il y a les deux stratégies. Quarantaine, mais également attaque des maladies. Puis on dit également que le droit international de la santé est un droit mixte. Il est mixte déjà par toutes les règles que j'ai bien indiquées bien avant, mais il est mixte pour deux choses. Parce que on dit du droit à la santé qu'il y a une approche curative et une approche préventive. L'approche préventive, c'est l'approche qui consiste à traiter les maladies. L'approche curative, c'est l'approche qui consiste à... L'approche préventive consiste à prévenir les maladies. L'approche curative se manifeste à travers 4 axes principaux. L'assistance sanitaire internationale, le contrôle des médicaments, sur un point précis, l'autorisation de mise sur le marché des médicaments, pour lutter contre les faux médicaments, la surveillance épidémiologique et la recherche sur le traitement. Voilà les 4 axes majeurs de l'approche curative. Alors, l'assistance sanitaire internationale, ça se fait par le canal de l'Organisation mondiale de la santé, je ne vais pas revenir, j'ai déjà évoqué ça, les programmes sanitaires, les politiques sanitaires, etc., que l'OMS met en place en partenariat avec d'autres organisations, en partenariat avec les États. Tout ça, ça fait partie de l'assistance sanitaire. Deuxièmement, le contrôle des médicaments. Le contrôle des médicaments
peut se faire sous plusieurs angles. Il y a 3 mécanismes qu'on peut citer. Premièrement, la dénomination commerciale internationale, ce qu'on appelle la DCI. Chaque préparation pharmaceutique est désignée par une DCI qui permet d'identifier l'appellation commerciale sous laquelle le médicament sera vendu. Depuis 1915, il y a une commission de nomenclature qui a été intégrée à l'OMS depuis 1953. Deuxièmement, il y a la certification de qualité. Chaque médicament doit être certifié. L'OMS a établi des règles de bonne pratique pour la fabrication, le contrôle et la qualité des médicaments. Et depuis 1975, l'OMS a mis en place un système de certification des produits pharmaceutiques pour certifier que tel médicament est véritablement un médicament de qualité. Troisième mesure, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Pour qu'un médicament soit vendu, il faut que le médicament soit autorisé à être mis sur le marché. Ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Il s'agit, depuis 1973 pour l'OMS, de mettre en place un système de surveillance des effets secondaires des médicaments ayant obtenu l'AMM et qui permet de gérer toutes les questions liées aux médicaments. Mais en soi, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par un État qui considère, après validation, que ce médicament peut être vendu. Aucun médicament ne peut être vendu sur le marché s'il n'a pas été autorisé à mettre sur le marché. En fait, la surveillance épidémiologique, donc j'ai évoqué, il y a des stations de l'OMS un peu partout qui surveillent les maladies. En matière épidémiologique, il y a des stations à Alexandrie, donc en Égypte, à Genève en Suisse, Singapour et à Washington. Ce sont les principales stations de l'OMS qui informent sur l'évolution des épidémies. Et puis, depuis 1953, il y a ce qu'on appelle le code télégraphique épidémiologique. Le code télégraphique épidémiologique, c'est une sorte de télégramme que tout pays reçoit lorsqu'il y a une épidémie qui se déclenche. Dès qu'il y a une épidémie qui se déclenche dans un pays, il y a un télégramme qui est envoyé pour dire attention, hier à 23 h, on a trouvé quelqu'un avec le choléra dans telle ville. Donc, toutes les personnes qui viennent de ce pays, de cette ville, lorsqu'ils viennent de chez vous, faites attention. Alors, on peut prendre des mesures au niveau des aéroports. Quand vous présentez votre passeport, je viens de tel pays A, on sait que les gens qui viennent de ce pays, on peut prendre des mesures de quarantaine, en se disant, cette personne vient du pays, est-ce qu'on va peut-être vérifier si vous n'avez pas la fièvre, si vous n'êtes pas ceci, etc. Mais vous allez vous dire, mais comment? Mais parce que le code télégraphique a informé tout le monde qu'il y a telle maladie, donc les avions qui viennent de ce pays, les bateaux qui viennent de ce pays, il faut les surveiller. Ça peut vous amener des maladies. La recherche sur les traitements, donc j'ai évoqué la question de la recherche avec l'appui de la communauté internationale, mais j'avais déjà indiqué que certaines maladies pauvres sont sous-financées et ça pose des problèmes. Ensuite, dans une deuxième articulation, la priorité qui est aujourd'hui accordée donc à l'approche préventive. Il y a l'approche préventive primaire par laquelle nous allons commencer, en sachant qu'il y a 3 degrés de prévention sanitaire internationale. D'abord donc, cette approche préventive primaire. Elle va comprendre donc toutes les actions destinées à empêcher la survenance d'une maladie, sa dissémination ainsi que sa progression. Il s'agit pour l'essentiel des procédés médicaux basiques, par exemple la vaccination. C'est l'approche préventive primaire. Pour éviter que les maladies se propagent, que les gens de tel pays amènent les maladies dans tel pays, on leur dit qu'il faut être vacciné pour venir chez nous. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne venez pas chez nous. Si vous ne pouvez pas présenter une carte jaune qui certifie que vous étiez vacciné contre la fièvre jaune, vous ne pouvez pas rentrer chez nous. Parce que vous pouvez nous amener cette maladie chez nous. Alors, on dira, oui, dans la pratique, on voit que les cartes jaunes ne sont pas toujours délivrées selon les règles. Il y a des aéroports où vous arrivez, on ne vous demande pas la carte jaune. Dans certains aéroports, on vous délivre la carte jaune alors que vous n'avez pas été vacciné. Mais ça, c'est des questions de mauvais comportement des agents de santé. Ce n'est pas ça. Et ça peut donner lieu à des sanctions. Ce qui est important, c'est qu'on commence par là, les vaccins, pour éviter. Et puis, il y a des mesures d'hygiène. J'ai parlé tout à l'heure de la désinsectisation, la dératisation, notamment dans les bidonvilles. On peut prendre des mesures pour ça. Mais il y a aussi
ce qui est important dans l'approche primaire, au-delà de ce que je viens de dire, c'est l'information et l'éducation à la santé. Parce que la santé, c'est d'abord un problème d'information et d'éducation. L'exemple le plus simple, c'est laver les mains avant de manger. Les gens doivent être éduqués que la main est porteuse de bactéries. Au contact des objets qu'on touche, lorsque vous ouvrez une voiture, la portière a été touchée par une autre personne, cette personne avait probablement des microbes. Lorsque vous saluez une personne à la rue, lorsque vous touchez, je ne sais pas moi, un document, ce document a été touché par quelqu'un, peut-être qu'il y avait un... Bref, on peut être contaminé avec les mains de diverses façons. Donc, pour éviter d'ingurgiter ces microbes, on doit impérativement laver les mains avant de manger. Même lorsqu'on va manger avec les cuillères et les fourchettes, on doit se laver les mains. C'est important. Donc, la population doit être éduquée au lavement des mains. Depuis l'école, chacun doit savoir qu'avant de manger, il doit laver les mains. Il en est de même de la santé du corps. Parce qu'il faut se laver le corps pour libérer les pores, pour faire respirer le corps. Le corps respire, la peau doit respirer. Et la saleté s'incruste dans les pores. Donc, là aussi, c'est un problème d'éducation. La nourriture, c'est un problème d'éducation. On voit aujourd'hui des problèmes avec les diverses maladies. Les gens doivent savoir que leur santé dépend dans une large mesure de ce qu'ils mangent. Ce que vous consommez est bien souvent la source de vos problèmes de santé. Là aussi, c'est un problème d'éducation. Donc, voyez-vous, l'approche primaire commence par ces éléments basiques. Puis, il y a la prévention dite secondaire. La prévention secondaire concerne des activités et des actions destinées à diminuer la prévalence d'une maladie. Il s'agit par exemple du rôle central que jouent par exemple certains traitements dans la prévention et la récidive de certaines maladies. Et là, on peut prévenir une maladie, par exemple, on sait que vous n'avez pas encore développé telle maladie, mais ça viendra. Donc, on peut prévenir. Il arrive même qu'on fasse des opérations chirurgicales pour prévenir des maladies dont on sait qu'elles arriveront. On ne va pas attendre que vous ayez un infarctus pour qu'on vous opère du cœur. Donc, si on découvre que vous avez un cœur qui est susceptible de faire l'objet d'un arrêt cardiaque, autant l'opérer. On ne va pas attendre le jour que ça arrive. On prévient. Vous n'avez pas de crise cardiaque, oui, mais on vous opère pour éviter que vous ayez la crise cardiaque. La prévention est également, troisième niveau, la prévention tertiaire. Là, on fait directement allusion à la réadaptation, par exemple. C'est-à-dire que des gens qui sont, par exemple, victimes des accidents, pour éviter qu'ils deviennent infirmes, il faut avoir des capacités, des gens formés pour la réadaptation. Les gens qui sont victimes, par exemple, des mines antipersonnelles, il faut, etc. La prévention peut concerner, tertiaire peut concerner certaines maladies, notamment dans le domaine de la santé de reproduction. Il faut éduquer les jeunes en leur disant que les maladies sexuelles transmissibles que vous attrapez aujourd'hui peuvent être la source demain de votre infertilité ou de votre impuissance sexuelle. Mais ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera peut-être dans 10 ans. Donc, le fait que vous ayez une maladie sexuelle aujourd'hui, vous pouvez vous dire, bon, ce n'est pas le sida, donc ce n'est pas grave, oui, mais vous le regretterez demain. Parce que demain, vous pouvez avoir une maladie plus grave liée à cette pathologie que vous avez contractée il y a 5, 6 ans, 10 ans, etc. Et donc dévaster votre vie. Voilà les différentes approches de prévention qui sont mises en place pour pouvoir régler. Enfin, le troisième point, on dit du droit à la santé, que c'est un droit matériel régionalisé. Ceci revient à dire, et j'ai déjà évoqué les sources régionales. Donc, dans ces sources régionales, on trouve donc des normes spécifiques. C'est ça la régionalisation matérielle.
Il y a donc un droit matériel européen de la santé. Il y a un droit matériel africain de la santé, c'est-à-dire des normes matérielles qui s'appliquent à un certain nombre de préoccupations de santé publique. En la matière, naturellement, on va trouver un certain mimétisme. On verra que le droit matériel africain de la santé, plus ou moins, s'inspire du droit européen, qui est plus ancien. Ce mimétisme se caractérise dans 4 applications. Il y a d'abord l'application conceptuelle. On voit qu'on cherche à copier les systèmes de santé. On cherche à copier la planification sanitaire et l'évaluation sanitaire. Parfois sans que ce soit forcément adapté au pays ou au contexte. Il y a aussi l'application technique. Contre le sida, qui est une pandémie universelle, on s'inscrit dans la démarche et il n'y a pas grand-chose. Sauf que parfois, il faut tenir compte de certaines maladies qui sont opportunistes et qui sont contextualisées, liées parfois à la saleté, au niveau de développement, etc. Alors il faut prendre ça en compte. Il y a l'application déontologique. C'est-à-dire que dans les professions médicales, il faut qu'il y ait des codes de déontologie. Alors parfois, ces codes de déontologie ne sont pas élaborés en tenant compte de la réalité, de la pratique médicale ou paramédicale dans le pays. Il y a parfois des exigences qui sont formulées qui ne correspondent pas à la réalité de la pratique médicale dans le pays. Donc là aussi, ce sont des questions qui doivent être traitées. Il y a l'application idéologique dans la santé. Alors, c'est une question importante, l'application idéologique, même si elle peut parfois s'éloigner des préoccupations immédiates de la santé. Je parlerai du plan de Lagos, en date du 9 avril 1980, qui encourage la recherche sur la médecine traditionnelle africaine. Alors, on dit la recherche sur la médecine traditionnelle et les données culturelles africaines est de plus en plus prise en compte par le droit. Certes, alors, lorsqu'on parle de cette recherche sur la médecine, la question, il ne faut pas que ce soit simplement idéologique. Quels sont les moyens qui sont mis à la disposition de ces recherches? Il ne suffit pas de claironner dans le cas des conférences internationales pour dire qu'il y a une médecine traditionnelle en Afrique. Cela ne doit pas se limiter aux incantations verbeuses. Il faut faire la démonstration concrètement que cette médecine traditionnelle existe et l'identifier, comment ça se passe, quelles règles, telle plante sert à quoi, comment on l'utilise, etc. Il ne faut pas que la médecine traditionnelle soit cantonnée dans le domaine de la prestigisation ou de la magie. Ça doit devenir une science, c'est-à-dire quelque chose qui est objectivé, même si cela passe par une forme d'initiation, mais l'apprentissage de la médecine est également une forme d'initiation. Donc il est important à ce sujet que les choses soient clarifiées. Nous arrivons donc à notre deuxième partie, à savoir la mise en œuvre du droit international de la santé. La mise en œuvre du droit international de la santé est donc l'objet de cette deuxième partie. Nous avons vu sa structuration normative. Nous voyons donc comment ces règles sont mises en œuvre. Le droit international de la santé reste influencé par un double mouvement institutionnel. Il y a le besoin de centralisation, s'expliquant par la nécessité de coordonner l'activité sanitaire, tant sur le plan local et national que sur le plan mondial. Il y a la nécessité d'une prise en compte des particularismes locaux. Donc, il y a d'un côté la centralisation mondiale au travers de l'OMS, mais il y a également la nécessité de tenir compte des préoccupations et des particularismes de chaque pays ou de chaque région. C'est donc là la difficulté, je dirais, de la mise en œuvre. Trop de centralisation, personne ne suit. Trop de particularisme et de décentralisation, on fait échapper certaines maladies au contrôle international. Il faut donc trouver le va-et-vient, le point d'équilibre entre les deux dynamiques. Cette mise en œuvre passe notamment par les organisations internationales de santé qui doivent être créées. Et là, nous avons l'émergence
déjà la coopération sanitaire internationale, je l'ai évoqué, depuis d'ailleurs le 19e siècle, ça a évolué. J'ai parlé au début de l'ouverture des bureaux sanitaires, j'ai parlé de la réalisation d'études épidémiologiques, j'ai parlé du développement de la recherche sur certaines maladies infectieuses comme la lèpre, la tuberculose, les maladies endémiques comme le malaria, le paludisme, les cancers, la création des systèmes d'information, l'adoption de la standardisation biologique, puis la révision et l'administration des conventions internationales en matière sanitaire, mais aussi dans des domaines connexes comme la navigation maritime et le trafic aérien. Bref, il y a des institutions partout qui mettent en œuvre le droit international de la santé. Ces actions passent, cette mise en œuvre passe par l'aide technique accordée aux pays, membres de telle ou telle institution, la mise en place des services de santé dans les pays, le développement des politiques de santé publique dans chaque pays et l'appui à ces politiques publiques, puis les interventions directes ou indirectes des experts, notamment les experts de l'OMS, qui viennent pour conseiller en matière de prévention des épidémies, conseiller en matière d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, mener des consultations techniques, superviser et former le personnel. Bref, voilà les éléments de mise en œuvre du droit international de la santé. J'ai indiqué que la Charte des Nations Unies mettait la santé publique dans la corbeille de la coopération et de la solidarité internationale. Donc, l'OMS qui a été créée en 1948 agit dans ce sens, avec divers partenariats, avec d'autres organisations dans le monde, pour essayer, selon l'article 2 de sa Constitution, de fournir, selon les cas et les circonstances, l'assistance technique à des gouvernements qui en font la demande, proposer les conventions, accords et règlements concernant les questions internationales de santé, favoriser la recherche scientifique, promouvoir la formation du personnel sanitaire, servir de point central pour le rassemblement et la diffusion des données statistiques, des documents, des informations d'intérêt international en matière de santé. L'OMS travaille depuis 1948 et on a vu que les priorités, les questions traitées, etc. ont évolué en fonction du moment et de l'apparition de telle ou telle maladie. Il faut souligner ce qui est assez spécifique, et surtout le pouvoir réglementaire de l'OMS. La charge constitutive de l'OMS a retenu deux mécanismes de production normative. Il y a le pouvoir réglementaire et la structure régionalisée. Il faut rappeler que le pouvoir réglementaire de l'OMS est exceptionnel par rapport aux autres organisations internationales. En général, les organisations internationales n'ont qu'un pouvoir de suggestion. On fait des résolutions, des recommandations, des directives, tout ça, etc. Ou bien on propose une convention à la signature des États. Et ce sont les États qui décident s'ils acceptent cette convention ou non. Exceptionnellement, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU qui dispose d'un pouvoir d'imposition de la paix au titre du chapitre 7. Pouvoir exceptionnel, mais qui est également subordonné au droit de veto des États membres, les 5 États permanents. Et là, ce sont les représentants des États qui décident s'ils veulent faire ceci ou faire cela. Et chacun peut également opposer son voté. Or, l'OMS a un pouvoir réglementaire autonome. Et l'expression même pouvoir réglementaire est un peu fausse. Parce que c'est un pouvoir quasi réglementaire. Parce que ce pouvoir lui permet de prendre certaines décisions que les États vont appliquer. Ainsi, l'article 21 de la charte constitutive de l'OMS est le fondement de ce pouvoir réglementaire. C'est un pouvoir réglementaire assez large. Cet article 21 établit une liste limitative de pronoms. Au terme de cet article, l'Assemblée générale de la santé a autorité pour adopter les règlements concernant donc les mesures sanitaires, mesures de quarantaine, la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès, les méthodes d'hygiène publique, les standards sur les méthodes de diagnostic, les conditions relatives à la publicité, à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques, etc., etc. Mais cet article 21 n'inclut pas l'alimentation. C'est un peu une contradiction, parce que l'alimentation, comme je l'ai déjà dit, est au cœur de la santé.
L'OMS a donc 3 modalités de production normative. Il y a l'OMS peut produire une convention internationale. La convention est soumise à la signature et la ratification des États. L'OMS peut édicter un règlement. Le règlement qu'édicte l'OMS s'applique aux États. C'est-à-dire que l'OMS peut décider aujourd'hui que, compte tenu du développement de telle maladie, on met en quarantaine tel pays, les autres pays vont respecter. On va dire, l'OMS va dire, il ne faut pas recevoir des bateaux ou des avions. Alors là, c'est un peu excessif, mais il ne faut pas recevoir, par exemple, des gens qui viennent de tel pays sans les contrôler. Les autres pays appliqueront ces mesures de quarantaine pour éviter les contaminations. Donc c'est un pouvoir particulier parce que le règlement n'est pas soumis à l'approbation des États. Le règlement, il s'applique parce qu'il y a des mesures d'urgence sur lesquelles l'OMS doit réagir. Et l'OMS ne peut pas attendre l'accord des États. Parce qu'un pays où se développe la maladie, s'il ne donne pas son accord, qu'est-ce qu'on fera? On ne va pas attendre qu'il soit d'accord. Donc c'est l'OMS qui prendra ses responsabilités pour édicter certaines mesures. Je vous renvoie à l'article 21 de la charte constitutive de l'OMS. Et puis l'OMS peut aussi, à défaut de faire des règlements, l'OMS peut faire des recommandations. Alors les recommandations ne sont pas contraignantes. On recommande aux États de faire ceci, 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 mais ce n'est pas obligatoire. Chaque État reçoit la recommandation et décide de ce qu'il fera. Donc 3 modes de production normative, la Convention internationale, le règlement et la recommandation. Donc, il y a le deuxième aspect, comme je l'ai évoqué, c'est la régionalisation de l'action sanitaire internationale. Cette régionalisation de l'action sanitaire internationale au travers de l'OMS passe par une forme de pragmatisme institutionnel. C'est-à-dire l'OMS a créé des bureaux régionaux qui essaient de travailler avec les pays de la région pour s'attaquer aux problèmes sanitaires dans ces régions. Les domaines privilégiés sont, par exemple, la formation des personnels de santé, la recherche en santé publique, la production, l'acquisition, la distribution des médicaments et des équipements médicaux. Il y a plusieurs types de coopération sur lesquels je ne voudrais pas m'étendre. Donc, l'OMS est une organisation universelle, mais s'adapte également à des préoccupations régionales. Et je dirais que l'efficacité des directions régionales de l'OMS peut s'analyser en prenant l'exemple du Bureau Afrique. Du Bureau Afrique. En 1988, mai 1998, la Déclaration mondiale sur la santé a affirmé la nécessité de donner effet à la politique mondiale de santé pour tous pour le XXIe siècle. Et a été approuvé à Ouagadougou le 2 novembre 2000 par la 50e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, une politique de la santé pour tous dans la région africaine pour le XXIe siècle. Donc vous voyez, c'est l'adaptation de la politique universelle à la région Afrique. Et cette politique demande aux États africains de prendre donc certaines mesures, notamment de prendre des dispositions pour traduire la politique régionale en politique nationale, de façon réaliste et novatrice, avec un plan stratégique approprié en matière de santé publique. Cette politique demande également aux États africains de réformer le secteur de la santé de façon consensuelle, en identifiant un mécanisme multidisciplinaire et multisectoriel permettant d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique sanitaire nationale durable. On demande également aux États africains de mobiliser suffisamment de ressources pour les affecter à la politique de santé et avoir une gestion rationnelle des économies réalisées grâce à l'allègement de la dette en vue du développement sanitaire. Vous voyez, donc il y a là une adaptation. On va du niveau universel au niveau régional, puis on demande aux États de s'approprier cela. Enfin, dernier chapitre, c'est la prévention et la lutte contre les pandémies. Point n'est besoin aujourd'hui de rappeler, je l'ai suffisamment dit, les questions d'urgence sanitaire internationale. Nous savons les ravages des virus. La grippe espagnole, déjà entre 1918 à 1920, a fait, on l'oublie souvent, près de 20 millions de personnes tuées dans le monde. Beaucoup à une époque comme ça. Aujourd'hui, on voit les conséquences, les peurs
suscitée par la fièvre Ebola. On a vu la peur suscitée par les flambées de la grippe aviaire. On a peur aujourd'hui du retour de certaines maladies, notamment la tuberculose. Donc, il y a une nécessité d'une approche globale de l'urgence sanitaire. L'on ne peut pas lutter, un État seul ne peut pas lutter contre les pandémies. La santé est un droit fondamental. Chaque pays a donc une obligation particulière vis-à-vis de ses ressortissants, mais l'on voit qu'il y a une obligation vis-à-vis des autres États, des autres peuples. Parce que si vous laissez développer chez vous des maladies qui vont se répandre dans le monde, ce ne sera pas seulement une question de votre souveraineté, puisque ça touche les autres. Et par ce fait, les autres ont un droit de regard sur votre politique sanitaire. Toutes les urgences sanitaires, même à caractère restreint, peuvent avoir un impact dans le monde entier. Se pose donc la question des pandémies en articulation avec la sécurité internationale et les droits de l'homme. Et c'est pour cette raison que l'on a dit que le sida est une menace à la paix et la sécurité internationale. Le sida est une menace à la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité, sur cette base, a donc élargi sa vision traditionnelle pour aborder la question de la sécurité des opérations de secours qui sont menées à l'occasion des conflits, en incluant notamment dans les forces de maintien de la paix la nécessité de prendre en compte les questions de sida. Deuxièmement, la coopération multilatérale contre les pandémies. L'exemple type d'un outil mis en place pour la mise en œuvre, c'est le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Compte tenu de l'insuffisance des moyens, compte tenu de la faiblesse des financements mis à disposition contre ces maladies, il faut réfléchir pour trouver des solutions alternatives de financement. Ainsi a été créé un fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui doit donc soutenir les efforts nationaux pour parvenir à des résultats satisfaisants dans ces domaines. Il est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que les besoins du fonds ne sont pas toujours pleinement comblés et que le fonds a pris la forme juridique d'une fondation indépendante de droit suisse. C'est vrai. Il n'en reste pas moins que le double objectif opérationnel reste là, à savoir augmenter les ressources visant à lutter contre ces trois maladies, diriger ces ressources vers les régions les plus nécessiteuses, notamment l'Afrique. Donc voilà comment on va agir pour s'attaquer aux pandémies. Parvenu au terme de ce séminaire, je dirais dans la conclusion que la mondialisation de la santé se trouve dans tous les discours, chargés de connotations très différentes et recouvrant des réalités qui ne sont pas réduites au seul domaine des protections sanitaires étatiques. Or, le monde est en premier lieu un nouvel espace à la portée des simples citoyens comme des États les plus puissants, par les facilités séduisantes que procure l'accélération de la circulation des personnes et des biens. La prise de possession de ce nouvel espace entraîne peu à peu la formation d'un véritable système sanitaire mondial qui repose sur une prise de conscience que certains phénomènes sanitaires peuvent concerner l'humanité tout entière. Voilà pourquoi il faut s'y attaquer. Les questions de santé publique prennent dans ce cadre et par le prisme des urgences sanitaires un relief particulier qui fait se développer une solidarité sanitaire mondiale. C'est pourquoi le droit à la santé n'implique pas seulement le droit d'être en bonne santé. Cela va au-delà. Il s'agit notamment d'un certain nombre de mesures environnementales qui doivent également concourir à ce droit à la santé. Il y a donc une interconnexion entre le droit international à la santé et les autres branches du droit que j'ai citées, parce que c'est le tout qui va favoriser la santé. Par ailleurs, le marché mondial de l'industrie pharmaceutique est aujourd'hui porteur de nombreux enjeux au vu du coût de la santé, en rapport avec l'augmentation régulière des exigences de santé. Certains trouvent que c'est un système injuste, car il rejette une partie croissante de la population mondiale
dans un statut de population superflu, confié à l'arbitraire de la charité, au bon vouloir des ONG, aux caprices de certains acteurs, notamment des entreprises privées. C'est dangereux pour deux raisons. D'une part, il n'existe pas de notion de sécurité sanitaire qui puisse circonscrire la maladie à un territoire donné. S'il y a une pandémie, ça touchera tout le monde. Donc, croire que se désintéresser d'une maladie contagieuse dans un pays, parce que ça ne concernerait pas nos intérêts bien compris, est une erreur. Parce que par la suite, la maladie finira par vous atteindre, par le biais des communications, des mobilités humaines, etc. Deuxièmement, il faut savoir que la question de santé est le socle des autres droits de l'homme, du droit à la vie notamment. Donc, les droits de l'homme dans le domaine de la santé publique ne sont pas uniquement affaire de conviction, mais surtout affaire de compétences, des moyens. Il faut donc non seulement former les équipes médicales et paramédicales, bâtir des institutions solides de santé, des établissements hospitaliers, fournir les médicaments nécessaires, de qualité, lutter contre les faux médicaments. Il faut également mettre en place une couverture sanitaire universelle pour faire de telle sorte que le fardeau financier de la santé ne soit pas simplement porté par les plus démunis, les plus pauvres. Il faut trouver donc les moyens de financer cette couverture sanitaire universelle. C'est l'un des enjeux du droit international de la santé dans les années à venir. Réussir à implanter une forme de sécurité sociale adaptée aux réalités économiques, politiques et culturelles de chaque pays, afin non seulement de jouer un rôle essentiel dans la prévention, mais également dans l'approche curative, dans le traitement des maladies. Et je dirais que réussir le pari de la couverture sanitaire universelle, c'est réussir le pari de l'effectivité, de l'efficacité du droit international à la santé. Il restera néanmoins les questions de justiciabilité, à savoir la disponibilité de la justice pour trancher les litiges liés au droit international à la santé. Le contentieux de la santé est très faible, sinon inexistant dans certains pays. Il y a là beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte, mais tel sera l'objet des différents exercices que vous aurez à faire. Je vais donc me limiter à cet élément particulier, à savoir la santé pour tous, mais également la santé par tous, parce que c'est une affaire de tout le monde. Je vous remercie pour votre aimable attention.